des élections libres et inclusives surtout, surtout. Alors, merci beaucoup à notre invité aujourd'hui pour le débat de notre sujet, c'est le docteur Eric Eddy, l'omniprésent docteur Eric Eddy. Ceux qui ne connaissent pas son histoire, ça fait pratiquement 20 ans, 21 ans que nous pratiquons le docteur Eric Eddy. Toujours invité à nos émissions Jacques Roger, éduquer, informer donc la population, surtout avec le verbe et la manière. Donc, nous animons donc régulièrement chaque semaine. Il a décidé donc de nous entretenir chaque semaine pour nous donner le point de vue de son mouvement, le CACI, le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Mesdames, donc messieurs, chers auditeurs, hein, bienvenue donc à cette nouvelle édition de Beatback. La Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, donc la politique a décidément donc une mémoire assez sélective. Tout dépend de l'endroit où on se place. Nous sommes en octobre 2025. Le pouvoir d'Abidjan interdit donc toute manifestation visant à contester donc les décisions du Conseil constitutionnel. Motif officiel, les décisions donc de la haute juridiction sont susceptibles, ne sont pas susceptibles de recours. Tradition politique, taisez-vous et rentrez donc chez vous. Les ministres donc de la Justice et de la Sécurité ont été donc instruits de verrouiller donc la rue, d'interdire toute manifestation, toute marche, toute contestation. Pendant ce temps, les organisateurs, les gentlemen de la marche du 4 octobre 2025, invoquant donc le refus du gouvernement de recevoir leur notification officielle, ont finalement donc décidé donc de reporter donc la manifestation. Report, pas annulation. Mais ce report soulève une question. Face à la fermeture donc des espaces publics, quelle marge de manœuvre pour l'opposition? Et là, chers amis, permettez-moi donc une petite remontée donc dans le temps. Souvenez-vous, les gentlemen, le titre du Patriote, donc c'est en 2005. Clair. Le titre était en rouge et clair. La dictature ne passera pas. Souvenez-vous encore de M. Kamara Karamoko Yayoro, je dirais l'honorable, déclarant avec fermeté: l'insurrection est un droit pour un peuple qui souffre. Ça, c'était hier. Ces mots étaient donc glorifiés par le RDR devenu RHTP. Aujourd'hui, ils seraient donc criminalisés. Hier, donc, la rue était présentée comme le théâtre de la liberté. Aujourd'hui, elle est traitée comme un champ de rébellion donc légale. Alors, question très simple. Qu'est-ce qui a changé? Le droit ou le pouvoir? Pour en parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gentleman, nous recevons donc notre analyse futée, fin connaisseur donc, des dynamiques politiques ivoiriennes, et j'allais dire même au niveau du continent africain, membre de la société civile, docteur Eric Eddy, président donc du CACI, non, secrétaire exécutif voilà, du CACI. Bonjour, docteur Eric Eddy, et bienvenue une fois encore à notre émission Bilba. Merci, frère Jacques Roger. Merci de nous recevoir chaque semaine pour ce point de presse. Vous avez les salutations du comité d'action pour la Côte d'Ivoire qui s'est d'ailleurs réuni hier pour faire le point et puis analyser l'évolution de la situation politique en Côte d'Ivoire. Toutes nos salutations pardon, aussi à l'ensemble des auditeurs et auditrices de ce Jacques Roger Show. Nous allons démarrer très rapidement avec donc, le report donc, de la marche. Le gouvernement justifie donc l'interdiction donc, de la marche du 4 octobre par le caractère, j'allais dire, selon lui, insusceptible donc, de recours. Donc des décisions donc, du Conseil constitutionnel. Alors, sur le plan, j'allais dire, démocratique et juridique, est-ce certainement un argument, j'allais dire, recevable selon vous? Cet argument aurait été recevable si, à la lecture donc du communiqué du Conseil national de sécurité, on s'était aperçu que l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire avait baissé. Vous savez, Jacques Roger, à la lecture donc de ce communiqué-là hein, de Sarasoro, Hyacinthe, vous avez
une contradiction que nous notons au niveau du CACI. Premièrement, vous avez un communiqué qui, d'abord, est présidé par M. Alassane Dramane Ouattara lui-même, dont la candidature à l'élection du 25 octobre pose problème. Ou bien entendu, on nous dira qu'il l'a présidé en sa qualité donc de chef de l'État, ce que le Conseil, le CACI, continue de contester d'ailleurs depuis belle lurette. Ensuite, il y a deux situations dans ce communiqué. Il y a une première situation de satisfaction. Satisfaction concernant l'indice de sécurité sur toute l'étendue du territoire. Et puis, en même temps, il y a aussi l'évocation de l'article 138 de la Constitution qui ne permettrait pas la contestation de toute décision provenant de cette haute juridiction qui est le Conseil constitutionnel. Et donc, sur la base de ça, il y a cette interdiction. Si il est à penser que l'interdiction donc de la marche prévue pour le 11 ou bien de toute contestation de la décision du Conseil constitutionnel pourrait être une atteinte à l'ordre public, mais nous nous demandons bien entendu pourquoi est-ce qu'il y a cette grande satisfaction concernant l'indice de sécurité et il y a ces félicitations qui sont données à l'ensemble des forces de défense et de sécurité de toutes les organisations, pour ne pas dire les mécanismes qui fonctionnent. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, en un thème clair, selon ce gouvernement de M. Alassane Dramane Ouattara, est à un point de sécurité qui est très, très, très satisfaisant. Et à cause de cela, donc, on devrait permettre à l'opposition d'avoir et d'exprimer ces droits qui lui sont garantis aux citoyens ivoiriens et aux citoyennes ivoiriennes d'exprimer les droits qui leur sont garantis par les articles 19 et les articles 20 de la Constitution. Jacques Roger, voilà en premier lieu la contradiction flagrante que nous voyons et pour nous, cette contradiction-là mène à une et une seule chose, le RDR n'étant pas sérieux, le RHDP n'étant pas sérieux, se barricade derrière la loi pour, encore une fois, la poursuite de la dérive totalitaire et autoritaire en Côte d'Ivoire. Les organisateurs ont choisi donc de reporter donc la marche, estimant que le gouvernement n'avait pas officiellement donc accusé réception donc de leur déclaration. Est-ce selon vous une stratégie d'apaisement ou une reculade forcée face à un verrouillage autoritaire? Vous pouvez l'appeler les deux, mais je pense que c'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Jacques Rocher, tous ceux que vous interrogez n'ont plus envie de revivre l'épisode douloureux de 2002 et l'épisode douloureux de 2010 surtout. Alors, ça veut dire que l'opposition, de façon très astucieuse, utilise toutes les voies et tous les moyens nécessaires pour emmener ce régime-là à la table des discussions. Il ne s'agit pas de servir de chair à canon. Mais dans tous les cas, il faut savoir une chose, ce régime de M. Alassane Dramane Ouattara ne laisse aucun choix que d'aller à l'affrontement. Vous voyez que depuis belle lurette, toutes les tentatives de dialogue national, tous les appels et même les visites que vous avez, les missions effectuées par les représentants de l'ONU et même d'autres organisations, la CEDEAO, etc., n'ont pas abouti à faire reculer le régime de M. Alassane Dramane Ouattara en ce qui concerne les conditions plausibles, les conditions idoines pour l'organisation des élections qui arrivent. Dans ce cas de figure, encore une fois, l'opposition a eu le nez creux. Il ne s'agit pas d'envoyer les enfants des gens à la rue pour servir de chair à canon, parce que ce régime-là de M. Alassane Dramane Ouattara, dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, c'est ce régime, ce parti qui, lorsqu'il était dans l'opposition, est responsable de la violence politique inouïe qu'on a vue en Côte d'Ivoire. C'est ce régime-là qui, une fois au pouvoir, a continué d'utiliser la violence sous toutes ses formes, violence financière, violence physique, violence militaire, pour embassayer les libertés en Côte d'Ivoire. Il ne faut donc pas servir de chair à canon. Je pense que l'opposition a eu le nez creux. Il faut s'aligner là-dessus, mais cela ne veut pas dire qu'il faut laisser cette énième forfaiture de M. Ouattara passer. Mais je vais vous poser la question, si les arguments ont été utilisés pour contraindre donc l'opposition à reporter donc, sa marche du 4, est-ce que vous ne pensez pas que les mêmes arguments reviendront encore le 11 octobre? Ce ne sont pas les arguments qui ont amené l'opposition à reporter sa marche, c'est certainement une analyse de la situation sur le terrain. Une analyse de la situation sur le terrain et l'état de préparation de l'opposition qui a conduit cette opposition à reporter sa marche. Ça, c'est ça qui est le fait, c'est ce que nous
croyons qu'il y ait. C'est vrai qu'il n'y a certainement pas eu d'autorisation donnée, et je suis d'avis avec vous qu'il ne faut pas s'attendre à une autorisation qui serait donnée, déjà même que on a une décision du Conseil national de sécurité qui dit que toute contestation de la décision du Conseil constitutionnel est interdite, enfin, n'est pas permise, et donc pour cela, toute contestation, les auteurs donc des contestations vont s'exposer à des contestations prévues, à des sanctions, pardon, prévues par la loi. Je voulais rappeler à l'ensemble des auditeurs et des auditrices ici et à ceux qui suivent la politique ivoirienne que ce n'est pas la première fois en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, même, c'est de droit pour des citoyens de contester une décision de justice. Mais ça veut dire quoi, la contestation de la décision de justice? Est-ce que moi qui aujourd'hui est en train de vous, suis en train, pardon, de vous parler, suis en train de vous parler sur cette radio, c'est une contestation. Est-ce que pour cela, je suis passible de poursuite judiciaire? Est-ce que ceux qui vont écrire dans les journaux sont passibles de poursuite judiciaire? Est-ce que les gens qui vont se retrouver, parce qu'on parle de manifestation, est-ce que ceux qui vont se retrouver dans les cafés, dans les cabarets, dans les grains, comme on le dit en Côte d'Ivoire, pour parler et contester, manifester leur désapprobation vis-à-vis de cette décision du Conseil constitutionnel, est-ce que ça, on va considérer ça comme étant des manifestations? Voilà un peu un autre flou qui existe, surtout avec ce régime-là, qui est adepte dans la manipulation donc de la loi. Mais Jacques Roger, ce n'est pas ça la question. Encore une fois, l'opposition, je pense, a eu les nez creux. La prochaine fois, les décisions seront prises et les explications à donner pour un report ou bien pour la tenue de la manifestation seront données par le régime, pardon, par les partis de l'opposition eux-mêmes. Alors, quelles sont selon vous donc les marges légales et politiques restantes pour contester donc une décision perçue comme injuste dans ce contexte? Ben, écoutez, il y a d'abord une jurisprudence en Côte d'Ivoire, Jacques Roger. Et la jurisprudence en Côte d'Ivoire, d'abord, remonte en 2000. Vous avez eu le RDR, comme vous-même vous l'avez stipulé et l'avez rappelé, à contester la décision de la plus haute cour de justice concernant la liste électorale. Et le cas le plus flagrant, c'est celui de 2010. Le Conseil constitutionnel présidé par Yahou Ndri en ce moment-là avait prononcé le président Laurent Gbagbo et déclaré le président Laurent Gbagbo vainqueur de l'élection présidentielle de 2010, qui a été contesté non seulement par les RDR, mais aussi par les puissances occidentales. Aujourd'hui, c'est peut-être ce même chemin, mais à la solde de tout cela, M. Jacques Roger, je pense que nous devons être clairs sur une chose. Si nous continuons d'aller, et je l'ai dit à maintes reprises sur cette chaîne, ce que le régime de M. Alassane Draman Ouattara est en train de faire va conduire à une sédimentation. Et nous voyons déjà cela, des habitudes qui sont antidémocratiques. Ça veut dire que même dans 5 ans, avec ou sans ce régime de M. Alassane Draman Ouattara, vous aurez toujours possiblement des Ivoiriens, si rien n'est fait, vous aurez toujours une classe politique qui va contester des décisions qui sont prises, surtout quand il s'agit d'élections. Il y a donc un travail de fond à faire. Il y avait un travail de fond à faire. C'est la raison pour laquelle le CACI continue de promouvoir l'idée d'une transition politique et pacifique sans laquelle il est prouvé aujourd'hui, après 15 années donc du pouvoir de M. Alassane Draman Ouattara, que les compteurs véritables de la démocratie en Côte d'Ivoire n'ont pas été remis à zéro, n'ont pas été remis sur les rails, et nous continuons d'évoluer dans un état de non-droit. Merci beaucoup, docteur Eric Edi. Revenons donc sur la mémoire et les contradictions que nous vivons actuellement en Côte d'Ivoire. Déjà, en 2005, le RDR faisait donc de la rue un instrument donc de résistance contre la dictature. Aujourd'hui, le RDR devenu RHTP verrouille donc disons, cette même rue. Comment expliquez-vous ce revirement brutal, docteur Ikedi? Ceux qui ont cru que le RDR, d'alors devenu aujourd'hui RHDP, comme vous le dites, était un parti démocratique, étaient des gens qui étaient épris de paix, de justice et qui étaient des gens respectueux de l'état de droit, aujourd'hui se rendent compte que c'était de la fourberie. C'est simple. Parce qu'on ne peut pas être aujourd'hui pour l'état de droit et puis demain, on n'est plus pour l'état de droit, ou alors on n'était pas pour l'état de droit, et puis on redevient pour l'état de droit en essayant d'utiliser les lois, en essayant de se barricader derrière la loi. Non, il y a une seule chose qui explique le comportement du RDA devenu RHDP pour nous. Hier, il n'était pas des démocrates, hier, il n'était pas respectueux donc de l'état de droit, ce n'était que de la fourberie pour me répéter. Aujourd'hui, ce qu'ils font et démontrent est en réalité ce qu'ils étaient avant. Est-ce que ce comportement n'est pas réellement typiquement ivoirien et africain quand on est dans l'opposition?
nous sommes très démocrates, mais une fois au pouvoir, on devient autoritaire et dictateur. C'est la raison pour laquelle je dis que nous n'avons jamais été démocrates, parce que de bons démocrates respectent en tout cas l'état de droit. Mais regardez vous-même, Jacques Roger. En même temps que ce régime-là dit qu'il faut respecter l'article 138 de la Constitution, qui dit qu'il n'y a pas de recours lorsque la plus haute cour de justice en Côte d'Ivoire a parlé, et donc c'est le respect de la Constitution, ce même régime-là viole constamment la Constitution. Aucune disposition de la Constitution en Côte d'Ivoire ne dit que parce qu'on se targue d'avoir un mandat, comment j'allais dire, inattaquable ou bien un bilan inattaquable, il faut aller à un quatrième mandat. Aucune disposition de la Constitution ne dit qu'il faut faire plus de 2 mandats. Aucune disposition de la Constitution ne dit qu'il ne faut pas réviser la liste électorale. Ce régime-là ne s'en plaint pas. Ce régime-là ne fait rien de ça. Donc, viole et piétine la Constitution au quotidien, mais en même temps se retourne encore pour utiliser des articles de la Constitution pour dire aux autres, vous êtes interdits de faire ceci et de cela, et surtout, vous êtes interdits d'appliquer et d'exercer des droits qui vous sont garantis par la même Constitution, c'est-à-dire aux articles 19 et aux articles 20 de cette même Constitution. Je m'avais voulu lire ça rapidement. La liberté de penser, d'expression, la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de conviction religieuse ou de culte sont garanties. Chacun a le droit de s'exprimer et de diffuser ses idées. Les libertés s'exercent sans réserve du respect, sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. Or, à l'heure où nous parlons, je vous dis encore une fois, le Conseil national de sécurité se satisfait de l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire. Pourquoi alors? Voilà la contradiction avec ce régime. C'est la raison pour laquelle nous disons, encore une fois, que le moment est venu pour que ce régime-là quitte la tête de la Côte d'Ivoire, parce que on ne peut pas s'accommoder et faire l'économie donc de sa présence encore une fois, sinon la Côte d'Ivoire deviendra un no man's land, ou alors deviendra un État où véritablement il serait difficile de restaurer l'État de droit. C'est un désordre. Est-ce que selon vous, il n'y avait pas une grosse erreur commise, le fait de n'avoir pas réussi à empêcher donc le troisième mandat, ce qui nous amène au quatrième et bientôt, pourquoi pas, le cinquième? Mais vous savez que c'est vrai, vous utilisez bien le terme n'avoir pas réussi à empêcher le troisième mandat. Effectivement, nous continuons donc dans les difficultés que nous pose le régime de M. Alassane Dramane Ouattara. Vous avez cité des faits historiques tout à l'heure et vous avez fait un bon rappel historique, mais je voulais aussi ajouter à ce rappel historique-là que ce monsieur lui-même disait qu'en aucun cas il ne ferait plus de 2 mandats, qu'il avait simplement besoin d'un seul mandat pour remettre la Côte d'Ivoire sur les rails et la conduire à l'émergence. Nous n'en sommes plus là. La parole politique aujourd'hui est devenue quelque chose de chimérique, quelque chose qui ne tient plus, quelque chose qui conduit véritablement beaucoup de populations à développer un cynisme et à ne plus croire à la beauté et à la noblesse de cette chose comme nous appelons la politique. Alors, M. Jacques Roger, je pense encore une fois, pour nous au Cassis, nous disons que le moment est venu pour que les Ivoiriens se mobilisent. Alors, vous parlez tantôt de marge de manœuvre qu'il reste. Oui, oui, il reste encore beaucoup de marge de manœuvre. En regardant, scrutant par exemple, et en félicitant ceux qui, à l'international, sont en train de taper à toutes les portes pour que ces pressions, la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas, est aussi signataire ou alors fait partie donc, de ce concert des nations et de plusieurs institutions. Donc, ceux qui continuent de frapper aux portes de ces institutions-là, c'est une marge de manœuvre que nous avons. En même temps aussi, à l'intérieur du pays, il faut faire en sorte, même quand ce régime-là continue d'utiliser des artifices de la loi pour empêcher toute manifestation publique, il faut faire en sorte de pouvoir faire reculer ce régime. Alors vous allez me demander comment est-ce que cela pourrait se faire? Il y a beaucoup de mécanismes. Je l'ai dit et je l'ai répété ici, si le président Houphouët-Boigny, de son vivant en 1990, a reculé, c'est face à la pression de la rue. En ce moment-là aussi, une constitution existait, un ministère de l'Intérieur existait, et il y avait toujours des appels ou bien de recours à la loi pour pouvoir le faire. La marge existe, mais les Ivoiriens que nous sommes, les Ivoiriennes que nous sommes. Mais d'aucuns vous diront que le président Oui, Houphouët-Boigny, allez-y. d'aucuns vous diront que le président Houphouët-Boigny n'est pas M. Alassane Dramane Ouattara. L'un faisait confiance à son peuple et aimait profondément son peuple. L'autre est beaucoup plus intéressé par le pouvoir. C'est la raison pour laquelle les Ivoiriens doivent faire comprendre à ce monsieur qu'il, justement, il n'est pas Félix Houphouët-Boigny, parce que Houphouët-Boigny n'aurait pas fait ce qu'il fait, n'aurait pas déstructuré la Côte d'Ivoire comme il est en train de le faire. Et est-ce que nous pouvons nous accommoder d'une déstructuration de la Côte d'Ivoire comme nous le voyons? La réponse à cette question est véritablement non. Donc, c'est la raison pour laquelle nous autres,
au CACI et dans bien d'autres organisations, et nous félicitons tous ceux qui restent debout pour pouvoir le faire pour que l'état de droit en Côte d'Ivoire soit effectif. On ne peut pas, d'une main gauche, violer la Constitution et puis d'une main droite, venir dire qu'il faut respecter la Constitution. Cette contradiction-là sonne mal aux oreilles de nombreux Ivoiriens. Docteur, pour clore au moins ce segment, docteur Eric Eddy, on parle le plus souvent de l'application donc de la loi. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens ont des difficultés, ils ne comprennent pas réellement comment il faut appliquer la loi, et la loi même, c'est quoi exactement? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait, vous l'avez même souligné en début de mission, le fait même de parler du Conseil constitutionnel, ou bien de prendre à contre-pied les décisions du Conseil constitutionnel, ou bien même d'expliquer les décisions du Conseil constitutionnel, est-ce que ça nous met en porte-à-faux avec la loi, avec ce que le Conseil de sécurité de Côte d'Ivoire vient de dire, de ne pas du tout, les décisions du Conseil constitutionnel sont irrévocables, j'allais dire, on ne peut pas du tout même commenter. L'éducation civique des masses, d'abord, demeure la clé de voûte de la participation de ces masses-là, de leur compréhension, de leur prise de conscience de ce que la loi représente. C'est la première des choses. La deuxième des choses, ceux qui sont responsables de l'application de cette loi, ou bien sont responsables de la prise de ces lois, sont responsables de l'effectivité, de la mise en application effective de ces lois-là, eux-mêmes doivent se montrer de sorte à ce que la population, comme vous le dites, ne voie pas qu'il y a du deux poids, deux mesures, et donc qu'il y ait des personnes qui sont au-dessus de la loi. Je répète encore une fois que le nombre de contradictions flagrantes que nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire est ce qui explique le cynisme de beaucoup d'Ivoiriens et le fait qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Vous avez bien cité les exemples tout à l'heure. C'est ce même régime-là, une fois dans l'opposition, qui a dit que la loi ne tenait pas tant que ce n'est pas nous. Vraiment pour paraphraser. Ça veut dire qu'en 2010, on a dit on n'est pas d'accord alors que c'était le Conseil constitutionnel qui avait donné. On dit ça, ça ne tient pas. Et ensuite, nous sommes là. Vous avez des procureurs, un procureur qui arrive, qui prend des décisions ou bien qui arrête certaines personnes sur la base de propos xénophobes, mais en même temps, de l'autre côté, vous avez des propos xénophobes qui sont tenus, quelquefois même sur des chaînes de télévision en Côte d'Ivoire. Je vous donne un exemple sans pour autant pouvoir l'attaquer. Quand au cours d'une émission, vous entendez le docteur, pardon, Arthur Banga, dire que même si Soro Guillaume, Thiam et Laurent Gbagbo s'en vont réveiller leur grand-père, mais pourquoi est-ce qu'on peut tenir de tels propos sans être exposé à quoi que ce soit, sans que le procureur ne lève la main? Mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'autre qui le fait, parce que cette personne a une connexion avec l'opposition, tout de suite, on a un problème. Alors, vous voyez, Jacques Roger, la consolidation de la démocratie, pour parler vraiment long terme, la consolidation de la démocratie chez nous va être très difficile. Ça va être très difficile parce qu'on a déstructuré et à certains endroits, comme on le dit, on a préféré violer la loi. On a préféré se mettre soi-même au-dessus de la loi et de demander aux gens de respecter la loi. Voilà le problème que nous avons. Et quand nous regardons vraiment à long terme, comme je le dis, pour les générations qui arrivent, pour nous autres qui aspirons à apporter aussi notre concours à donc, la construction de la Côte d'Ivoire, il y a et il y aura du travail à faire. Mais ce n'est pas impossible. C'est là justement que se trouve l'essence même du rêve ivoirien dont vous parlez. Quel commentaire faites-vous? Le député Maître Blessy a été empêché de quitter le territoire ivoirien pour aller pour des frais donc, de santé en Tunisie. Quel commentaire faites-vous? Deux commentaires. Premièrement, M. Alassane Draman Ouattara peut embarquer dans un avion aux frais de l'État de Côte d'Ivoire pour aller se faire soigner en Europe tout le temps. Bien d'autres personnes, donc dans ce régime et les élites peuvent voyager pour aller se faire soigner, mais Maître Blessy ne peut pas sortir pour aller se faire soigner. C'est déjà la première contradiction. La deuxième contradiction, ici, qu'est-ce qu'on lui a présenté comme chèque? Qu'est-ce qu'on lui a notifié? Qu'est-ce qu'on lui a dit qui l'empêcherait de sortir? S'il avait su qu'il était empêché de sortir, est-ce qu'il aurait pris les dispositions nécessaires, acheter un billet d'avion, faire une réservation, prendre rendez-vous avec les médecins là où il devrait se rendre pour pouvoir le faire? Non. Encore une fois, c'est ça la question de la violation de l'état de droit ou bien du non-droit qui existe en Côte d'Ivoire et qui pose véritablement le véritable problème de la démocratie, c'est cela. Et c'est le régime de M. Alassane Draman Ouattara qui en est l'auteur en ce moment. Voilà les deux commentaires que je peux faire sur cette question. Et je termine en souhaitant le meilleur à Maître Blessy,
qui demeure un des piliers sur le plan juridique du PDCI-RDA, je lui souhaite le meilleur et j'ose espérer que sur place en Côte d'Ivoire, il puisse trouver les éléments pour sa santé. Et d'ailleurs, ça m'appelle un autre commentaire. Dans le contexte présent, Jacques Roger, mais je peux comprendre pourquoi les gens veulent sortir pour aller se faire traiter ailleurs, parce qu'il y a aussi la peur. Mhm. La médecine ou bien les hôpitaux sont aussi une arme contre les opposants. Sont aussi une arme contre les opposants, avec ce que nous entendons dire. Merci beaucoup, docteur Ekedi. Revenons sur le troisième segment, sur la dynamique politique actuelle en ce moment. Alors, docteur Ekedi, pensez-vous que le report donc, de la marche va, disons, démobiliser la population ou au contraire préparer donc, une riposte plus structurée dans, disons, les jours à venir? Je voudrais m'aligner sur la deuxième option que vous offrez. Je ne crois pas que ces jeunes Ivoiriens, ces familles et autres, tout ça, quand bien même nous appelons à la non-diffusion alors, de nouvelles épisodes de fusion des sangs en Côte d'Ivoire, nous n'en voulons pas. Je ne crois pas. Parce que vous savez, Jacques Roger, ce peuple ivoirien-là a peut-être 10 longueurs d'avance sur l'élite politique elle-même. Ce peuple ivoirien-là est constitué de personnes. C'est vrai, on parle de la dépravation des mœurs, mais ce peuple ivoirien aussi est vraiment, 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 il est constitué de personnes de valeur. Quand vous regardez dans les campagnes, dans les villes et villages, des gens qui travaillent au quotidien pour faire sortir le cacao et maintenir la Côte d'Ivoire à la tête comme premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire, ben écoute, ce n'est pas le fait des multinationales, ce sont les paysans ivoiriens, ce sont les paysannes ivoiriennes qui sont là. Et dans tous les autres secteurs, je pense, Jacques Roger, que ce peuple-là a des longueurs d'avance et ce peuple-là n'est pas prêt à se démobiliser. On l'a vu d'ailleurs au mois d'août avec la manifestation qui s'est produite à Yopougon. Même là où le régime au pouvoir a décidé d'interdire une marche à l'espace de la place de la République, comme on le dit, et de cantonner cette manifestation à Yopougon, on a vu le déferlement humain et ce même déferlement humain-là, ces personnes-là n'ont pas disparu. Je ne pense pas que la vague d'incarcération, d'arrestation et que nous voyons présentement là aura raison. Au contraire, ça va encore catalyser les énergies et donc, l'opposition aujourd'hui, je le pense, est en train de tout mettre en œuvre pour minimiser autant que faire se peut les désastres, les pertes en vie humaine, les blessures, tout cela qui peut arriver parce que ce régime-là est véritablement capable de pouvoir faire et perpétrer toutes ces choses. Quel risque voyez-vous donc à long terme, docteur Ikedi, si l'espace public continue d'être verrouillé hein, donc dans un contexte préélectoral aussi tendu? Ça va amener à une explosion. Et c'est à ça que M. Alassane Draman Ouattara et son régime doivent peut-être s'attendre et c'est ce qu'ils doivent éviter. Nous savons qu'ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, mais au moins ils n'aiment pas les Ivoiriens, ils n'aiment pas, qu'on appelle là, ce peuple. Sinon, ils n'auraient pas continué d'agir de la façon dont ils agissent jusqu'à maintenant. Ils n'auraient pas continué de faire la sourde oreille. Ça, c'est un passage à force. Ça, ce sont les caractéristiques de régimes, comme j'allais dire, dictatoriaux, de régimes autoritaires. Donc, je pense que le cocktail Molotov est en train de se préparer. Je pense que l'eau est en train de bouillir. Je pense que c'est un volcan qui est en état de latence et à un moment donné, le magma va finir par sortir. 2025, ce n'est pas 1992, ce n'est pas 2010. La rue, selon vous, docteur Ikedi, peut-elle encore jouer un rôle politique majeur en Côte d'Ivoire? Nous l'espérons, Jacques Roger. Nous l'espérons, nous l'espérons, nous l'espérons parce que il ne faut pas s'attendre à d'autres miracles. Nous espérons que la rue va faire des miracles. C'est pourquoi nous continuons de répéter encore une fois que c'est certain qu'en 1990, beaucoup ne croyaient pas que la rue allait faire plier les chines au président Houphouët-Boigny et à ce régime en ce moment-là. Vous voyez que dans tout ce que nous citons, nous ne faisons pas de référence à des cas de soulèvement. Hier, le RDR parlait d'insurrection. Vous avez donné l'exemple de Karamoko Yayoro, qui disait dans le temps, quand il était dans l'opposition, au titre du RDR, que l'insurrection est un droit pour un peuple qui souffre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de parler d'insurrection. Les différents partis d'opposition continuent d'appeler à un dialogue. Parce que les responsables, aujourd'hui, s'il y a un calme en Côte d'Ivoire, c'est parce que on a une opposition. Nous sommes une opposition responsable. Hier, il y a eu la violence en Côte d'Ivoire parce que le RDR a représenté une opposition irresponsable qui a pensé
que la seule alternative qui s'offrait à elle, c'était la prise des armes. Ça nous a amenés là où nous sommes amenés. Mais je le répète encore une fois pour terminer rapidement là-dessus, M. Jacques Roger, ce régime-là est composé de personnes qui, en réalité, n'ont jamais été des démocrates. Rapidement, la toute dernière question avec votre mot de fin, docteur Eric Eddy. Nous sommes à 3 semaines de l'élection donc présidentielle, docteur Eric Eddy. Parler encore de l'X électoral, d'élections inclusives dans ce contexte actuel avec bientôt près donc, de 44 000 soldats dans la rue, l'espace verrouillé. Est-ce que c'est encore de l'utopie ou bien vous y croyez? Vous pensez que quelque chose se passera? Il faut justement ne pas tomber dans le piège de se taire sur les différents aspects de la dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire. La question de la liste électorale, qui n'a pas été auditée, demeure d'actualité. La question de l'inéligibilité de M. Alassane Dramane Ouattara est d'actualité. La question de circonscription électorale et de tous les mécanismes qui devaient normalement être enclenchés pour avoir une élection ou bien des élections transparentes en Côte d'Ivoire, ça demeure encore d'actualité. La question donc de la réduction, de la restriction des espaces civiques, des libertés des individus à pouvoir jouir donc des droits qui leur sont conférés par la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire. Je parle de l'article 19, encore une fois, de l'article 20, c'est encore d'actualité. La question donc du Conseil national de sécurité et la dernière décision prise, c'est d'actualité. Il faut continuer d'en parler parce que c'est tout ça là qui fait le contexte politique ivoirien du moment. Merci beaucoup, docteur Eric Eddy. Avant de vous laisser partir, quel est donc le mot d'espoir pour le Cassis, pour beaucoup d'Ivoiriens, des Africains qui nous écoutent et certains qui sont pratiquement un peu, permettez-moi l'expression, un peu perdus dans tout ça? Non, non, je vous permets cette expression. Il y a véritablement beaucoup qui sont perdus, beaucoup qui ne comprennent rien, beaucoup qui ne comprennent plus et beaucoup qui, malgré leur bonne volonté, sont vraiment dans le désespoir de voir les choses changer en Côte d'Ivoire. À toutes ces personnes-là, il y en a qui ont dit trop, c'est trop. Nous disons effectivement, trop étant trop, il ne faut pas perdre espoir et il faut rester toujours mobilisé. Vous savez, sans même vouloir le citer, il a dit quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressante. Je vais parler de l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui fait aujourd'hui l'objet donc d'incarcération en France, et c'est une bonne chose pour lui, et nous satisfaisons donc de cela. Il disait que le pouvoir se trouve dans la masse. Le pouvoir se trouve dans la grandeur d'une population, dans la taille d'une population. Il ne faut donc pas perdre courage. Voilà le premier message que le Cassis voulait lancer. Le deuxième message aujourd'hui, Jacques Roger, que le Cassis veut lancer, c'est surtout à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Nous entendons dire qu'il y a 44 000 personnes qui vont être mobilisées pour la sécurisation des élections. Encore une fois, c'est là la contradiction. Ce qui devait constituer la sécurité des élections a été négligé, relégué au calendrier grec. On a oublié ça, on a préféré piétiner cela pour aujourd'hui militariser les élections en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'actes d'intimidation. Mais à ces personnes-là qui vont être mobilisées, ces 44 000 personnes, nous ne connaissons pas toutes leurs origines. Nous supposons que ce sont toutes ces personnes donc des Ivoiriens et nous leur disons ceci. Le message à leur endroit est clair. Il ne s'agit pas d'exécuter des ordres qui violeraient les droits des hommes, les droits humains tels que garantis par les instruments internationaux des droits de l'homme que la Côte d'Ivoire elle-même a ratifiés. Nous leur demandons de faire très attention. Et à la population ivoirienne, partout où elle se trouve, vous avez vos cell phones. Jusqu'à ce que le régime prenne la décision donc de fermer l'espace digital, vous avez vos cell phones, vous avez vos datas que vous achetez. C'est le moment d'utiliser ces datas, pas pour faire des selfies et les poster sur Facebook, mais pour contrôler les agissements des forces de défense et de sécurité, pour les poster sur le net. Les organisations comme le Cassis et bien d'autres se feront le plaisir de relayer tout ça, de confiner, d'emmagasiner et de collecter toutes ces données-là parce que ceux qui devront être tenus responsables
pour quelconque dérive et effusion de sang en Côte d'Ivoire le seront dans un avenir très, 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 très proche. Nous ne sommes pas en train de parler de la Cour pénale internationale, mais Jacques Roger, regardez simplement dans un pays qui n'est pas un grand exemple, mais comme la Guinée, vous avez vu le procès qui s'est tenu sur les événements du 28 septembre en Guinée, 28 septembre de quelle année j'oublie maintenant, qui a conduit à la condamnation de tous ceux, Dadi Camara et sa suite, qui étaient au pouvoir. Voilà ce que nous appelons la population à faire. Le Fonds de défense et de sécurité, vous avez la responsabilité devant vous. Mais les populations, les jeunes Ivoiriens, les jeunes Ivoiriennes, vous avez vos data, vous avez vos cell phones, c'est le moment de les mettre véritablement à l'application pour que l'espace civique s'ouvre davantage et que le régime de M. Alassane Ouattara puisse reculer. De notre côté, ici, depuis les États-Unis, nous continuons de faire ce que nous avons à faire, soit par les écrits, soit par l'information à des officines, ça et là. Et Jacques Roger, permettez-moi de terminer en disant merci à tous ceux et toutes celles qui sont en train de s'activer au plan international pour mettre la pression qu'il faut mettre sur M. Alassane Ouattara. Chacun se connaît, chacun sait ce qu'il fait, chacun sait ce qu'il a à faire, chacune se connaît, chacune sait ce qu'elle a à faire, et ainsi de suite. Et nous allons tous ensemble dans cette symbiose. Voilà le mot de fin que nous voulons lancer au nom du Comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Restons mobilisés, ne nous décourageons pas, et la couronne sera au bout. Merci beaucoup, docteur Eric Eddy. Ce qui est donc fascinant en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement la politique, c'est la facilité avec laquelle les principes changent donc des camps. Hier, la dictature ne passera pas, était donc criée dans la rue. Aujourd'hui, ce sont les mêmes voix qui ferment la rue, j'allais dire, aux autres. Mais une démocratie qui interdit donc la contestation au nom de l'ordre public devient peu à peu une démocratie donc de façade. La rue n'est pas l'ennemi, j'allais dire, de la République. Elle en est souvent, j'allais dire, le thermomètre. Et quand on casse le thermomètre, on ne fait pas donc baisser donc la fièvre. Reste donc une question fondamentale, ladies and gentlemen. Le droit de la contestation est-il donc une valeur universelle ou une arme tactique réservée à l'opposition? Merci à vous, Dr. Eric Eddy, pour votre éclairage toujours tranchant. Merci, chers auditeurs, et rendez-vous pour une émission Bilba avec le Dr. Eric Eddy la semaine prochaine. Bon week-end, Dr. Eric Eddy, et au revoir. Je vous en prie.